Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Merci infiniment de prendre le rendez-vous de l'entretien du dimanche, votre rendez-vous dominical qui vous éclaire sur l'actualité politique. Le double scrutin du 11 janvier 2026 a marqué un tournant majeur dans la vie politique de notre pays. Le Parlement issu des législatives est exclusivement composé des grandes formations de la majorité présidentielle. Il s'agit donc de l'Union progressiste, le Renouveau, UPR, et du Bloc républicain BR. Une configuration qui soulève beaucoup d'interrogations, notamment sur la vitalité du débat politique au Bénin, sur le rôle de l'opposition et bien évidemment sur les défis qui attendent donc les nouveaux élus. Pour en parler, nous recevons Moukaram Badarou, membre du bureau politique de l'Union progressiste, le Renouveau, et fraîchement élu député suppléant dans la 19e circonscription électorale. Avec lui, nous allons analyser les implications de ce nouveau paysage parlementaire et les responsabilités qui en découlent. Monsieur Badarou, bonjour. Bonjour, cher. Merci infiniment d'accepter notre invitation. Alors, je propose tout de suite qu'on rentre vraiment dans le vif du débat. Un Parlement exclusivement issu donc des formations de la majorité présidentielle. C'est quoi les implications sur le plan politique selon vous? D'entrée, d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Ça fait un certain nombre de fois que je viens sur votre émission. Je tiens à saluer ce que vous faites, votre contribution effective à l'évolution démocratique dans notre pays. Merci infiniment. C'est vrai, nous sortons d'une élection majeure, pour ne pas dire deux élections majeures notamment, les élections législatives et les élections communales. Ceci à la faveur de la réforme du système partisan et la possibilité des élections générales. Et c'est la première fois que nous entamons cette année électorale due à cette réforme, notamment les élections législatives et communales d'abord, et puis après, sous peu, nous aurons les élections présidentielles. Son gain pour le pays est connu de tous. Et c'est vrai, comme vous l'avez dit, à la sortie de ces élections, puisque nous avons déjà eu les résultats des élections législatives, les tendances données par la Sénat et puis la proclamation en bonne et due forme par la Cour constitutionnelle. Et au regard de ces résultats, l'Union progressiste, le Renouveau, à laquelle j'appartiens, a eu 60 députés et le Bloc républicain a eu 49. Il faut dire que le code électoral actuel est très exigeant. Est très exigeant pour l'ensemble des formations politiques parce qu'autant que nous sommes, n'importe quel acteur politique que vous pouvez interroger, tous, on est d'accord sur la nécessité de revoir la copie en ce qui concerne la vie politique dans notre pays, en ce qui concerne le système partisan. C'est pour ça que nous avions eu cette réforme qui a conduit à ce code électoral. Et il faut dire tout ce que chacun de nous en proclamait, à savoir, il faut revoir la copie, il faut changer les choses. Chacun dit à l'aide de ses verbes, de son langage, de sa façon. Mais cela ne peut pas se produire par des incantations. Ce ne peut qu'être qu'à partir des faits concrets, à partir des actes concrets. Et l'Assemblée nationale, en harmonie avec l'exécutif, on a réussi à avoir un nouveau code électoral relativement exigeant, pour ne pas dire exigeant tout simplement, mais une exigence qui s'impose à chacune des formations politiques et qui vise la mutualisation des forces politiques, avec une réduction drastique des formations politiques pour que chaque parti politique qu'on peut avoir sur le territoire, qu'on peut avoir au Bénin, couvre l'ensemble du territoire. C'est-à-dire, quand vous prenez l'Union progressiste, le Renouveau, aujourd'hui, de tous les 12 départements, des 77 communes, des 546 arrondissements, nous pouvons répondre présent. Il en est de même pour le Bloc républicain, il en est de même pour les démocrates et les autres formations politiques issues de cette réforme-là. Et donc, par rapport à ce code, il était impérieux à ce qu'il y ait la possibilité, à travers son article 146, qui dispose la nécessité d'avoir 20% au moins dans les 24 circonscriptions électorales pour être éligible
à l'attribution des sièges. Et ça, l'Union progressiste l'a fait largement. À divers niveaux. Voilà, votre victoire est éclatante, on va le dire. Comment est-ce que vous êtes en arrivé là? Les leaders de l'Union progressiste que vous êtes aujourd'hui, comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez mis, sans forcément peut-être dévoiler toute votre stratégie, mais comment est-ce que ça s'est fait? Mais en réalité, nous étions déjà la première force politique, qu'il vous souvienne que l'Assemblée nationale ou bien la législature, la 9e législature qui a cours jusque-là, nous avons 53 députés. Donc nous étions déjà la première force politique. On n'a fait que le confirmer. Et vous avez vu les différentes activités de nos cellules, de nos sous-sessions, de nos sessions, du bureau politique, de la haute direction. Vous avez vu le président Diogbenou, que je salue au passage, et l'ensemble des membres de la haute direction. Vous avez vu, ils ont parcouru l'ensemble du pays. Nous sommes sur le terrain. Le général Kérékou nous a enseigné que c'est le terrain qui commande. Et nous étions sur le terrain, nous sommes sur le terrain, dans les villages, dans les quartiers, dans les hameaux. À divers niveaux, nous sommes présents. Vous savez, la politique, ce n'est pas une vue d'esprit. La politique, c'est une activité de terrain. La politique, c'est une proximité avec les populations. Il faut aller entendre ce qu'ils veulent. Il faut aller entendre leurs besoins. Il faut rechercher des solutions avec eux. Il faut, en exercice, il faut les mettre plus ou moins en acte afin qu'ils constatent, qu'ils comprennent et qu'ils voient que vous liez plus ou moins vos paroles aux actes concrets. Vous liez les actes aux paroles que vous leur avez tenues. Donc, il n'y a pas un secret majeur, mais c'est une activité de terrain, c'est une proximité avec les populations. Et nous en sommes très heureux qu'ils nous l'ont rendu à travers ces résultats. Et je peux vous dire, autant que nous sommes au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, et au niveau des différents élus, le nécessaire va être encore fait pour satisfaire tout ce que nous avons dit ensemble avec nos concitoyens, pour joindre l'acte à la parole, pour faire en sorte qu'ils soient satisfaits encore un peu plus de nous, pour que dans 7 ans, puisque désormais le mandat étant de 7 ans, pour que dans 7 ans, quand nous allons repartir vers nos concitoyens, qui nous disent vous avez pu faire ceci, vous avez pu tenter ceci, vous n'avez pas pu faire ceci à cause de ci, à cause de ça, nous vous renouvelons encore again notre confiance. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc aujourd'hui, l'Union progressiste, le renouveau, se félicite et remercie très sincèrement les populations, d'abord de manière générale, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance présidentielle, à différents niveaux. Il faut saluer nos populations, leur bravoure, leur sens citoyen, leur sens civique, leur capacité à discerner et à faire en sorte que le Bénin soit vraiment la priorité des priorités. Et c'est ça qui explique le fait que les élections se soient bien déroulées à différents niveaux, comme cela se devrait. Et c'est vrai qu'on peut regretter, parce que le taux de participation est de 36,73%. Oui. On peut le regretter, mais ça c'est un signal que les populations de manière générale nous envoient à la classe politique pour dire un peu leur désaffection, pour dire un peu leur mécontentement. Et nous saisissons la balle au bon, nous allons en tenir compte pour corriger les tirs à divers niveaux pour que prochainement, que nous ayons un taux de participation encore plus meilleur. Voilà, on va revenir sur l'Assemblée qui est composée essentiellement comment on appelle, des partis de la majorité présidentielle. Mais par rapport au taux de participation, puisque vous en parlez, il y a quelqu'un qui m'a fait une petite réflexion quand je préparais l'émission. Il m'a dit, mais écoute, le taux de participation, c'est parce que désormais, il n'y a plus la corruption, il n'y a plus l'achat des votes. Les populations n'ont plus reçu les sous pour aller voter. Qu'est-ce que vous en pensez? Que pensez-vous de ce commentaire-là? Non, ce n'est pas exactement ça. Vous pouvez constater même au niveau des pays européens, notamment la France que nous suivons de très, très souvent en Afrique francophone, vous pouvez constater la même chose. Et donc, ce n'est pas forcément une affaire d'argent, mais il y a que acteurs politiques que nous sommes, des structures politiques que nous sommes, nous devrions faire l'effort de souvent joindre les actes aux paroles, de souvent joindre les actes à ce que nous disons avec les populations. Nous devons renforcer notre proximité avec les populations.
Et si cela est fait, vous verrez que les populations se retrouveront encore beaucoup plus dans ce qui se fait. Mais si ils ne voient qu'à la télé, s'ils n'ont pas une idée forte et bien profonde de ce que vous faites, il n'y a pas de raison que quand on les appelle, qu'ils répondent. Et donc, moi, je pense qu'en lieu et place de parler d'argent, de ce qu'on leur donne, qu'on ne leur donne pas, c'est de dire qu'il nous a envoyé des signaux, il nous a envoyé un signal fort pour dire « Nous souhaitons que vous veniez encore beaucoup plus vers nous, que vous soyez encore beaucoup plus proches de nous, que vous teniez compte encore beaucoup plus de nous. » Et nous avons intérêt à le faire parce que la démocratie, c'est bien le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut que l'acteur politique soit effectivement en phase avec les populations. Avec puisque nous vivons avec elles, nous sommes avec nos concitoyens, et leurs attentes, nous avons le devoir de chercher à les satisfaire. Nous pourrions réussir par endroits, ne pas y arriver à d'autres, mais l'essentiel, c'est que les populations avec nous constatent qu'un effort se fait afin de satisfaire ces attentes-là. D'accord. Monsieur Badarou, on revient maintenant aux implications justement de cette configuration qu'on aura désormais à l'Assemblée nationale. Et il y a là aussi deux commentaires. Pour certains, c'est une force pour la stabilité politique. Et pour d'autres, il y a un risque pour la pluralité démocratique, on va dire, pour la vitalité du débat politique. Vous vous situez où entre ces deux commentaires-là? Je me situe dans le sens de ce que, il faut savoir qu'un député a un mandat national. Quelqu'un nous a enseigné que le bon sens est la chose la mieux partagée. Effectivement. En réalité, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance présidentielle, je le disais tantôt, la priorité doit être le Bénin. Et dans ce sens-là, et vu dans ce sens, les deux partis qui ont réussi à satisfaire à cette exigence du code électoral, parce que c'est ça aussi la démocratie. La démocratie, c'est de savoir prendre des dispositions, mais c'est de savoir aussi respecter les dispositions. C'est de pouvoir savoir aussi se conformer aux dispositions. C'est ce qui est là en ce moment. Les populations ont fait beaucoup plus confiance à l'Union progressiste, le renouveau et au bloc républicain. Nous prenons ça comme une charge, nous prenons ça comme un devoir, nous prenons ça comme une obligation de faire en sorte que le Bénin, les aspirations profondes de notre peuple se retrouvent dans ce qui se fera comme débat à l'Assemblée nationale. Contrairement à certains commentaires, parce que ce n'est pas une première que l'Union progressiste, le renouveau et le bloc républicain se retrouvent être les seuls. En 2019, on n'avait pas eu le Parlement monocolore. On a eu ça à l'Assemblée nationale. Ceux qui parlent de monocolore, très souvent, ne savent pas forcément de quoi ils parlent. Parce que ceux qui viennent réellement dans les débats parlementaires, dans ce qui se faisait, dans les prise de position des députés, parce que le député de la première circonscription électorale peut ne pas voir les choses de la même manière que celui de la 19e circonscription électorale. Le député du bloc républicain peut ne pas voir la même chose que celui de l'Union progressiste, le renouveau. Et du coup, face au sujet, les débats se font. Absolument. Sans l'opposition, parce que le fait que l'opposition n'est pas là, beaucoup se posent vous cette savez, question-là. Comment est-ce qu'on fait pour garantir en réalité, l'opposition, ce n'est pas de faire de barrage aux questions de développement. L'opposition, ce n'est pas de barrer la route à tout ce qui peut contribuer à faire évoluer les choses. J'ai l'habitude de dire qu'une opposition, c'est presque un gouvernement en face. Peut-être qu'on va y revenir. Et pour revenir dans ce que nous sommes en train de dire, le député du bloc républicain qui trouve sur un sujet précis, qui a sa position, qui a sa vision, ça peut ne pas rencontrer l'assentiment d'autres mêmes membres députés du bloc républicain. Puisqu'il s'agit des intérêts majeurs du pays, des intérêts majeurs de la population. Et ce faisant, il peut se trouver que c'est même le député du bloc républicain qui lui dit non. Ou alors qui lui dit, là où tu t'es arrêté là, on peut revenir un peu plus en arrière, comme on peut aller un peu plus en avant. Il en est de même pour ceux de l'Union progressiste, le renouveau. Et c'est pour ça que je parlais du bon sens, du savoir politique. Donc, c'est un débat intelligent qui doit se faire. Et ceci avec comme point focal, avec comme objectif le développement du Bénin, l'émancipation du peuple béninois, la saine émulation du peuple béninois. Et quand c'est pris comme ça,
Un député, fût-il du Bloc républicain ou de l'Union progressiste, le Renouveau, s'il aborde un sujet qui va contre les intérêts du Bénin, qui va contre les intérêts de nos populations, il se trouvera forcément d'autres députés de même bord, de même parti, je veux dire, ou bien de l'autre parti politique, de la majorité parlementaire désormais incarnée par l'Union progressiste, le Renouveau, ou de la minorité parlementaire incarnée par le Bloc républicain. Donc ça ne sera pas l'unanimisme absolu, il y aura vraiment de la Ça n'a jamais été le cas, sauf que très souvent, nous avançons vers des choses parfois qu'on ne maîtrise pas. Il serait intéressant pour tous ceux qui parlent de l'Assemblée nationale monocolore, puisque le débat parlementaire est ouvert aux populations, il y a une possibilité de recevoir des gens pour suivre le débat parlementaire. Il suffit de chercher à satisfaire. Téléhémicycle. Il y a Téléhémicycle qui est là. Donc, on peut chercher à satisfaire. Également relaie beaucoup les activités. On peut chercher à satisfaire ces caprices en allant voir comment ça se passe exactement, afin d'être en mesure de ne pas dire ce qui n'y est pas. Donc, je veux rassurer de ce que, malgré que ce soit les deux grandes formations politiques là qui se retrouvent à l'Assemblée nationale, la preuve, quand on l'a eu en 2019, quand vous prenez ce mandat, mais allez voir les résultats que cette législature-là a donnés. Les différentes réformes qui font aujourd'hui que nous avions avancé sur un certain nombre de points, ce sont des réformes réalisées en 2019. Et donc, il en sera davantage encore au cours de la 10e législature. Voilà. Quel sera le rôle de l'opposition, selon vous, hein, dans ce nouveau contexte institutionnel? On va dire ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Il y a également la nouvelle constitution qui est là, avec la trêve politique, l'installation du Sénat. Comment est-ce que vous percevez le rôle de l'opposition désormais aujourd'hui au Bénin? Le rôle de l'opposition est clair, les formels, les dispositions légales le prévoient. Et tout parti politique digne de ce nom doit aspirer à l'exercice du pouvoir ou à contribuer à l'exercice du pouvoir. Ce faisant, une opposition digne de ce nom, comme je le disais tantôt, doit avoir son gouvernement d'en face au gouvernement qui dirige réellement du pays. Donc, ils doivent être bien structurés aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils doivent être très très bien structurés et être présents dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. De l'éducation, de l'agriculture, de la culture, dans tous les secteurs. Au point que, et on a déjà eu ces oppositions-là au Bénin, l'opposition incarnée par le professeur Albert Tévoudré, l'opposition incarnée par le président Adrien Mbedji, dont moi j'étais le secrétaire général du parti. Donc nous avions déjà eu ça ici une fois, où en face du gouvernement, dans n'importe quel secteur abordé, nous répondons. Et quand on répond, nous venons avec nos critiques, mais nous venons en même temps avec des propositions. Nous venons avec des critiques, mais nous venons en même temps avec des propositions. Une opposition, quand elle est molle, ce n'est pas bon une démocratie. Une opposition, quand elle est paresseuse, ce n'est pas bon une démocratie. Une opposition, quand elle joue trop à la victime, n'est pas une bonne opposition. Une opposition n'est pas là pour jouer à la victime. Une opposition n'est pas là pour être paresseuse. Une opposition est là pour travailler. Et pour travailler sérieusement. Pour travailler plus de 10 fois que celui qui est au pouvoir. Pourquoi? Parce que lui, l'opposant, lui, il aspire à prendre. Celui qui aspire à prendre que celui qui a, il ne peut pas avoir le même temps de repos. Et donc une opposition doit se mettre résolument au travail, se connecter sérieusement à nos femmes, se connecter sérieusement à la jeunesse. Même avec la trêve politique, que prévoit la trêve politique? La trêve politique n'enlève aucune critique. La trêve politique nous renvoie vers nous-mêmes. À savoir, quand ce n'est même pas respectueux que je vous reproche des choses sans placer la moindre virgule sur ce que je pense que vous deviez faire. Ce n'est même pas correct. Un homme qui se respecte, un groupe qui se respecte, quand il veut avoir le courage de reprocher quelque chose à l'autre, ben il vient avec l'idée de ce que, cher monsieur, en lieu plat de faire ci et ça, parce que ce n'est pas bon à cause de ci et de ça. Voilà ce que je pense qu'il aurait pu être. Et quand c'est fait comme ça, nous sommes dans la trêve politique. La trêve politique, c'est la critique contributive. C'est la critique objective. C'est la critique qui construit. Parce que, cher monsieur, nous avons besoin de construire notre pays.
le temps de la distraction, il faut y mettre fin. Il faut se mettre au travail, et sérieusement au travail. Regardez nos plateaux dans nos hôpitaux, regardez nos écoles, regardez nos routes. Nous avons tellement de défis. Nous sommes en 2026. Nous avons tellement de défis à relever parce que le monde bouge. Chers messieurs, le monde bouge. Et le Bénin doit bouger avec, on ne doit pas rester en état de stagnation. Et ce faisant, il faudra se mettre au travail. Et donc, ne pas voir avec une idée négative ce qui est appelé trêve politique. La trêve politique n'enlève aucunement la critique politique. La trêve politique ne vient que confirmer en réalité ce qui doit être. On est venu mettre seulement juste le mot sur ce qui doit être. On est venu juste rappeler à chacun d'entre nous ce qui doit être. À savoir, je veux reprocher quelque chose au gouvernement, j'apporte ce que j'estime que le gouvernement doit faire. Donc plus de critiques pour mais des critiques juste pour politiciennes, on n'en a pas besoin. D'accord. On n'en a pas besoin. Et une opposition qui veut gagner. C'est ça ce que je reproche à l'opposition actuelle de notre pays. Une opposition qui veut gagner est une opposition qui est présente à divers niveaux et dans tous les secteurs. Une opposition qui est éveillée. Une opposition, si vous voulez, qui empêche à la limite le gouvernement de dormir. Et pour l'empêcher de dormir, ce n'est pas, pas des incantations, ce n'est pas des bruits inutiles, ce n'est pas la victimisation, mais pas des critiques objectives avec des propositions. Vous voulez faire ceci, vous voulez faire ceci dans le contexte actuel, bien sûr, ce rôle de contre-pouvoir bien sûr que c'est possible. Comment et c'est même aujourd'hui... Ils sont absents à l'Assemblée, vous savez. C'est même possible et plus possible qu'avant. Ah bon? Parce qu'aujourd'hui, les moyens de communication se sont tellement diversifiés. Il fut un temps, il y a 15 ans, 20 ans, quand vous voulez vraiment faire passer vos mots, vous êtes obligé d'être devant des télévisions conventionnelles. Ce n'est plus exactement le cas aujourd'hui. Il fut un temps, personne n'avait sa propre page pour affirmer un peu ses convictions. Aujourd'hui, nous en avons. Donc, tout ce qu'on demande, c'est que le Bénin soit la priorité. Et dès que c'est ça, tout peut se construire autour. Et ce qui veut se construire autour, dans le domaine de l'éducation, voilà ce que le gouvernement pense. On analyse profondément, on voit là où il y a des faiblesses, eh bien, on rentre dans ces faiblesses-là pour proposer ce qu'on pense qu'il doit être. Et ce faisant, puisque celui qui a la manette, celui qui est membre du gouvernement ou le gouvernement lui-même, qui ne veut pas du mal du pays, qui lui aussi fait du Bénin sa priorité, il regarde ce que vous lui proposez et lui-même peut se rendre compte éventuellement, ah, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il n'a pas tort, à ce niveau-là, il a raison, et s'il faut rectifier par endroit, il pourra le faire. Et c'est dans ça que nous avons l'équilibre politique voulu par la démocratie. La démocratie, ce n'est pas un parfum. La démocratie, ce n'est pas une vue d'esprit. La démocratie, c'est la recherche de l'équilibre politique pour aider à la construction du Bénin. La démocratie, ce n'est pas qu'une opposition qui est là et qui ne veut que regarder que des fautes, des erreurs, et faire du tapage, jouer à la victime et rechercher à barrer la route. Mieux, à même salir le pays à l'international. Être en campagne continuellement contre tout au long de l'année. Le pays et au bout du rouleau, sans se rendre compte, lui-même opposant, il perd et il fait perdre un peu les autres. Et donc, dans ce cas, ça n'a rien à voir avec la vision de ce que nous avons eu à la conférence nationale, de ce que nous avons voulu pour notre pays, ce que nous voulons pour notre pays. Nous voulons que chaque fois que quelqu'un se met dans un manteau d'homme politique, qu'il travaille ardemment pour le pays, avec comme vue, avec comme conviction que le pays doit rester la priorité. C'est ce que les Béninois attendent de nous. D'accord. On a dit tout à l'heure, enfin, on parlait tout à l'heure de l'UPR déjà, on a abordé brièvement, mais je veux qu'on revienne un tout petit peu sur le parti aujourd'hui, puisque le peuple a consacré ce parti-là désormais comme étant le parti majoritaire à travers donc les législatives. Une question, enfin deux questions en une, je veux dire. Et tout d'abord, j'aimerais savoir quels sont les défis, vous avez démarré, quels sont les défis qui attendent votre parti en tant que parti majoritaire à l'Assemblée nationale aujourd'hui, et comment entendez-vous, comment on appelle, assumer pleinement donc ce rôle-là de locomotive. Parce que la locomotive, c'est celui qui regarde derrière aussi sur le reste des voitures qui sont derrière, sont bien alignées. Je veux parler donc des autres petits partis et de l'opposition également. Comment est-ce que vous entendez assumer ce rôle-là aussi?
D'abord, nous l'avons déjà assumé, nous allons continuer à assumer avec dignité et sens de responsabilité cette position que notre peuple nous donne. Nous lui en savons gré et nous travaillerons toujours à le mériter. À savoir que nous avons nos offres politiques que nous partageons avec nos populations, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau de l'éducation de manière générale, que ce soit au niveau des transports, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau du commerce, que ce soit à différents niveaux, nous avons des offres que nous avons présentées à nos populations au cours de ces campagnes électorales et que nous veillerons à son application. Nous veillerons à faire en sorte que de tout ce que nous avions dit avec nos populations, que le peuple constate que nous nous sommes mis pour les réaliser. D'accord. Nous réaliserons beaucoup dedans, même si nous n'arrivons pas à réaliser l'entièreté. Mais nous promettons et nous réaffirmons, nous confirmons que nous travaillerons à la réalisation de tout ce que nous avons dit avec nos populations. Et je confirme en disant que nous allons assumer ce rôle avec dignité et responsabilité. D'accord. Ça allait un peu plus vite que je croyais. Mais revenons maintenant, comme on appelle, à la fin donc, de ce mandat du président Patrice Talon. Quel commentaire déjà vous, M. Badarou, faites-vous des 2 quinquennats du président Talon, à part les réformes, bien sûr? Quel est le commentaire? Qu'est-ce que vous retenez de manière fondamentale de la gestion du président Talon? Je crois que chacun aujourd'hui, même ceux de l'opposition et ceux même qui ne s'intéressent pas du tout à la vie politique, ou alors tous ceux qui ont fait de notre pays leur lieu de résidence, et parfois, je peux vous le dire, tous ceux qui sont même seulement de passage, ils constatent que depuis 2016, quelque chose de fondamental a changé dans le pays. Et entre autres, ce qui a changé, d'abord, c'est la restauration de l'autorité de l'État. La restauration de l'autorité de l'État. Vous savez, le président Mbouidi avait dit en 2017, si je m'abuse, que l'État que le président de la République avait hérité était un État banalisé, fragilisé, fragmenté, descendu de son piédestal, où tout était à faire ou à refaire. Donc aujourd'hui, on peut constater que l'État est reparti sur son piédestal. On peut reconnaître que l'État aujourd'hui a repris sa place au niveau de notre vie commune. Et cela est très important parce que l'État est ce... Vous savez, pour que l'oiseau se porte mieux sur un arbre, il faut que l'arbre lui-même se porte bien. Et l'arbre ici, c'est le Bénin. Et l'oiseau, c'est nous-mêmes, les Béninois. Et pour qu'on se trouve mieux dans notre pays, pour que les choses se passent comme on veut, il faut que le Bénin se porte bien. Et aujourd'hui, le chef de l'État, avec son gouvernement, a travaillé. Et il faut féliciter les Béninois qui ont apporté leur contribution effective à ce qu'aujourd'hui, nous avons restauré l'autorité de l'État. Et donc ça, c'est une première. Deuxième chose, on peut être frappé par le sens de l'organisation de ce régime qui a apporté du mieux à divers niveaux, qui a fait en sorte que nous avons désormais une économie résiliente, malgré des conjonctures sous-régionales, régionales et à l'international, malgré parfois des fermetures de frontières. On avait dit plusieurs fois dans ce pays que quand le Nigeria tousse, le Bénin s'enrhume. On a eu la fermeture du Nigeria pendant près de 2 ans ou plus. Vous avez vu que nous avons continué par fonctionner régulièrement. Notre économie se porte relativement bien. On a un taux de croissance 2024-2025 de 7,5%, malgré une conjoncture à l'intérieur. Les Béninois ne s'en rendent peut-être parfois pas compte puisque nous sommes dedans. Il suffit de faire un tour dans d'autres pays de la sous-région ou sur le continent pour se rendre compte de ce qui est fait. Mais toujours est-il que... Même au-delà de ça, cette prouesse-là est saluée également par les agences de notation. Les partenaires au développement.
Vous le savez, par exemple, au niveau de l'agriculture, on a fait des prouesses énormes. Nous restons aujourd'hui premiers au niveau de producteurs de coton, l'ananas, le riz. Tout ce porte, c'est le lieu de saluer le ministre de l'Agriculture qui travaille sérieusement à ce niveau-là. Donc, notre pays, sous le régime du président Patrice Talon, a connu une prouesse importante. Vous avez vu des infrastructures. Et quand j'ai l'habitude de dire... pour parler du régime Talon, au-delà des infrastructures que nous voyons, au niveau des stades que nous voyons qui sont construits, au niveau des marchés que nous voyons, autre succès important, éminemment important du régime Talon, c'est au niveau de l'éducation. Qu'il vous souvienne qu'avant son avènement, on faisait des grèves de 3, 4, 5 mois parfois, et qui bousculaient nos enfants à l'école, qui bousculaient l'école. Or, on nous a enseigné, tout au moins le président Mandela a dit que si vous voulez tuer un pays, n'envoyez même pas une bombe là-bas. Retirez leur éducation, ils vont s'entretuer eux-mêmes. On n'en était pratiquement pas loin, mais vous le voyez aujourd'hui, depuis près de 9 ans, nos enfants sont à l'école. Et ça s'est constaté au niveau des résultats. Et donc, au niveau de l'éducation, un bon rôle a été joué et nous avons des résultats probants et c'est éminemment important. L'image du pays aujourd'hui, on vient de célébrer les Vodundé, vous avez vu, oui. On a reçu près d'1 million de personnes dans le pays et tout pays qui est visité par les autres est un pays forcément qui doit aller de l'avant. Et si aujourd'hui nous avons cette possibilité dans le pays, nous pouvons saluer tout ce qui se fait. Pour dire, c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai ébauché sur un ouvrage que j'ai intitulé que pour le développement économique des pays africains, le talonisme peut servir de modèle. Ah bon? J'entends par le talonisme la rigueur au travail, j'entends par le talonisme la volonté de bien faire, j'entends par le talonisme l'obligation non seulement de moyens dans tout ce qu'on entreprend, mais accompagné en même temps de l'obligation de résultats. J'entends par le talonisme la propreté. Regardez aujourd'hui la ville de Cotonou et comparez ça à ce qui était là il y a à peine 10 ans. Regardez au niveau de... désormais, nous aurons une cité, la cité ministérielle. Avant, on avait des structures de ministère qui étaient dans les rues, de je ne sais où. Donc, or, il s'agit des domaines régaliens, des domaines de l'affirmation de l'État. Le président Patrice Talon a corrigé et tout ça. Donc, moi, j'ai consigné ça sur papier pour dire, ce n'est pas forcément les philosophes allemands qu'il faut aller chercher à copier. Ce n'est pas seulement Karl Marx, Engels qu'il faut chercher à copier. On peut copier aussi quand c'est bon et c'est beau chez nous. Et quand vous prenez le président Patrice Talon, qui a réussi à donner un sens, ou alors à redonner un sens à l'État dans notre pays, où chacun se rend compte que l'État est présent, que l'État joue son rôle régalien, que l'État joue son rôle qui favorise le développement, qui induit le développement. Et ça, si on réussit à le faire sans beaucoup de salam aleik, parce que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Quand les gens affirment nous voulons être indépendants, nous voulons abattre le colonialisme, ce n'est pas avec du bavardage qu'on fait ces choses-là. On fait ces choses parce qu'à partir du concret, vous vous organisez, vous vous êtes organisés, les autres seront obligés de vous respecter. Il faut être pragmatique. Du pragmatisme. Les autres seront obligés de tenir compte de vous. Le respect du temps. Moi, un de mes professeurs m'a enseigné dans les années 91 et il nous disait à l'amphi, il dit que l'Afrique connaîtra son développement le jour où nous aurons la maîtrise du temps. Nous veillerons à la maîtrise du temps. Quand le chef de l'État vous dit que c'est à 15h, à 15h là. Tous les rendez-vous à l'Assemblée nationale pour ces messages, où c'est souvent dit qu'il doit arriver à 9h45, je vous assure, je ne sais même pas comment son chauffeur conduit son véhicule, mais à 9h45, le véhicule se pointe. Il est là. Il est là. Et quand il est là, le bon bout de temps qu'il veut faire, il le fait. Il ne se perd pas du temps, il ne vous fait pas perdre du temps également. Ce qui permet à ce que chacun se mette au travail. Donc, le talonisme, pour vous dire, au bout des 2 quinquennats du président
Patrice Talon. Moi, je sors de là avec ce que j'ai appelé du talonisme, à savoir de ce qu'il représente en tant que gouvernant, de ce qu'il représente en tant que locomotive, parce que vous voulez que les gens vous suivent, il faut aller plus vite. Sinon, si vous n'allez pas plus vite, soit il vous dépasse ou bien il recule. C'est clair. Et quand on est chef d'État, on se met résolument au travail. Vous savez, l'État n'a pas d'état d'âme. Et donc, tout ce qui permet comme sacrifice, qui donne l'impression de sacrifice, qui donne l'impression de quelque chose qui est dur, qui donne l'impression quand il dit il faut serrer la ceinture, tout ça rentre dans la corbeille de ce qu'il faut pour avoir les résultats que nous avons aujourd'hui. Parlant de serrer la ceinture, j'aimerais vous poser cette question, enfin, pour faire référence également au dit du président lui-même. Est-ce qu'il sera porté en triomphe le 24 mai quand il va passer le témoin à son successeur? Et quand vous savez aussi qu'il y a beaucoup de Béninois qui restent sur leur faim, sur le plan du social, je veux dire. Déjà, Patrice Talon est porté déjà en triomphe. Il suffit de parler avec des Béninois, même ceux reconnus comme des gens qui s'opposent à lui, qui ne sont pas d'accord avec lui, parce que tout le monde ne peut pas être d'accord avec lui. Mais ce qui me fait plaisir souvent, c'est que même ceux-là vous disent « Ah, il a fait ce qu'il peut. Ah, il était bon. Ah, il bon fil de noyer. Mais il reste ça. » Mais moi, ça m'enchante quand j'entends ça. Parce que c'est déjà bien de constater que le monsieur que nous avons envoyé dans le fauteuil présidentiel, un fauteuil éminemment important, n'a pas perdu son temps. C'est mis au travail, c'est sacrifié. Et pour le pays, ce n'est pas évident de diriger un pays. Ce n'est pas du tout évident. Il s'y est mis résolument. Il a travaillé âprement, comme il a dit lui-même, qu'il a donné le meilleur de lui-même. Monsieur le Président, vous avez donné le meilleur de lui-même. Le peuple est reconnaissant. Moi, je vous dis, nous sommes reconnaissants de ce que vous avez fait. Parce que, en termes de routes, en termes d'hôpitaux, en termes de marché, en termes de stade, au niveau de l'éducation, au niveau de la vie politique, au niveau de l'administration territoriale, et que citer encore. Et que citer encore. Patrice Talon s'est mis résolument au travail avec le Bénin à cœur, avec le Bénin à l'esprit, au point que les résultats ont suivi ses volontés. Il y a beaucoup de difficultés pour y arriver. Vous savez, si même vous-même le jour où vous décidez de construire votre propre maison, vous allez vous rendre compte que vous aurez des sacrifices à faire. En termes de, il y aura des restaurations que vous ne ferez plus, il y aura des cravates que vous allez voir, vous n'allez plus acheter, il y aura des vestes parce que vous voulez vite, vous voulez finir ce que vous avez entrepris. C'est la même chose pour un pays. Et tous les pays sont passés par là. Et je vais revenir sur ce que vous voulez dire en parlant du social. Oui. Et là aussi, Patrice Talon a donné le meilleur de lui-même. Quand il arrivait aux affaires, l'histoire des cantines scolaires, c'était une affaire mais c'était une initiative du président Boni Yayi, qui tournait autour de 1 million, mais aujourd'hui nous en sommes à plus de 4,5 millions de nos enfants qui ont des repas chauds par jour. C'est du social. Quand vous dites aux gens aujourd'hui qu'il y a plein d'élèves, plein d'enfants qui n'ont pas de quoi manger, de quoi vivre, des enfants des démunis, mais qui reçoivent de l'argent de l'État. Et que c'est l'État qui s'occupe de leur scolarité. Si on vous dit aujourd'hui que c'est avec le même régime, que les enfants filles au collège, à l'école primaire ont 400 francs par jour, et les enfants filles démunis ont 600 francs par jour, celles qui sont au collège, peut-être beaucoup ne le savent pas. Oui. Le social est au rendez-vous de ce qui se fait. Sans compter que, avec les différentes routes qui sont faites, ceci participe du social aussi. Il ne faut pas l'oublier. Si j'ai acheté ma parcelle à 5 millions et qu'une bonne route flambant de passe devant, et que cette maison devient une maison de 15 millions, de 20 millions, parce que le social, ce n'est pas aller distribuer du maïs dans chaque maison. Ce n'est pas aller distribuer du riz dans chaque maison. Le social a plusieurs formats. Ceux qui ont pris les formats de distribution de riz, de distribution de médicaments, de distribution de maïs, finalement sont tombés. On a fait ça ici pendant une certaine période, qui vous souvient de la période révolutionnaire. Les autres pays qui ont fait ça à l'international, l'URSS a été obligé de fermer la boutique. Effectivement. La Chine a été obligée de socialiser, de libéraliser son économie. Le Cuba est en train de le tenter. Donc, pour dire, le social, c'est de faire en sorte que l'État se porte bien
avec un œil sur ce que doivent être les populations, à savoir leur épanouissement. Et aujourd'hui, au Bénin, vous le constatez, faites un tour, que ce soit au niveau des marchés qui sont construits où nos bonnes dames doivent se retrouver dans des marchés avec des conditions idoines, que ce soit au niveau des fonctionnaires qui ont connu une évolution au niveau de leur salaire. Le SMIC au Bénin a évolué. De quel social parle-t-on? Je sais très bien, moi je ne sais pas faire la langue de bois, il y avait assez de largesse, il y avait assez d'évasion au niveau de la richesse de l'État que le gouvernement, par des mesures appropriées, a réussi à fermer les vannes. Où les à-côtés ont finalement chutent dans la caisse de l'État. Et en chutant dans la caisse de l'État, c'est ça qui explique toutes les routes que nous voyons. C'est ça qui explique les écoles qui se construisent. C'est ça qui explique les stades, les marchés qui se construisent. Donc l'argent qui circulait, c'est ça qui construit désormais les routes. Les mauvais sous, entre guillemets, si je puis. Parce que tout ce que vous gagnez de manière illicite joue contre vous. Si même vous seul, vous gagnez de l'argent, vous seul. Mais entre-temps, ce qu'on donne aujourd'hui, si j'ai dit que la cantine scolaire, on est passé à 4,5 millions, si j'ai dit tantôt qu'on s'occupe des enfants des plus démunis, parce que le plus riche d'à côté ne s'occupe pas forcément du pauvre d'à côté, non. Il y a l'État qui doit jouer son rôle. Et donc, si l'État aujourd'hui se reproduit comme il le faut, si l'État, le mieux État qu'il faut souhaiter, est au rendez-vous avec le talonisme, avec ce qui se fait, les résultats ont suivi et je peux vous dire que Patrice Talon est déjà porté en triomphe. Parce que vous le constatez qu'à divers niveaux, c'est difficile d'aller contre le président Talon sur des questions de développement. Et on trouve toujours à le féliciter. Tout ce qu'on trouve parfois à redire, où les gens vont vous parler des droits de l'homme. Comme le dit un des grands présidents, les droits de l'homme ne sont pas au-dessus des droits du peuple. Les droits de l'homme ne sont pas au-dessus des droits du peuple. Donc si vous seul, si vous êtes à 2 ou vous êtes 3, et que vous devez empêcher l'ensemble du peuple d'être comme ce que se doit, on vous applique rigoureusement les lois de la République. C'est ça aussi la restauration de l'État. Chacun doit être dans son couloir. Moi, il m'arrive quand quelqu'un me dit on m'a fait, je dis pourquoi on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça à l'autre. Ou alors, au lieu que tu sois là seulement, tu ne sais pas ce que chacun fait. Mais l'État, lui, il a les moyens de savoir ce que chacun fait. Et davantage, notre pays se développant, nous avons beaucoup plus de moyens, et là c'est un ancien préfet qui vous parle, nous avons désormais encore plus de moyens de savoir plus ou moins ce que chacun fait. Avis alors à chacun de se mettre dans le couloir des normes de la République et ce sera bien pour chacun de tous. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais le tanonisme, ça sera à la fin tout à l'heure, parce qu'il y aura un autre président. Vous soutenez Ouadani, on va en parler tout à l'heure. C'est votre candidat. Voilà, c'est votre candidat, on va en parler tout à l'heure. Mais avant d'en parler, c'est quoi, tout de suite, je pose la question aux membres du parti de UPR, dites-moi un peu, c'est quoi les priorités pour vous? Quand on sait que beaucoup a été déjà fait par le président Patrice Talon sur le plan des réformes, sur le plan des infrastructures, vous allez vous attaquer à quoi finalement? Puisque vous dites que beaucoup est déjà fait. Déjà, vous connaissez notre slogan, c'est Choco Choco, maintenant le cap. Donc, notre priorité, c'est de maintenir le cap de ce qui a commencé depuis 2016. La restauration de l'État qui est là doit se confirmer. Nous devons continuer par maintenir nos enfants à l'école et améliorer les conditions de travail des enseignants. Je les salue au passage pour tout ce qu'ils font pour nos enfants. Parce que si vous voulez un Bénin de demain meilleur, il faut que nos enfants d'aujourd'hui soient bien enseignés. Vous voulez gagner un homme, enseignez bien un enfant. Et c'est eux qui s'en occupent. Je leur dis merci pour ce qu'ils font. C'est un sacerdoce. Personne ne saura jamais les payer à la hauteur de ce qu'ils font. Il faut continuer dans ce sens-là. Il faut continuer à améliorer nos plateaux au niveau de nos hôpitaux. Parce que tout va de pair. On peut être debout et tomber malade la minute suivante. Une fois malade, il faut vraiment qu'on trouve la possibilité de se soigner. Donc, à chaque niveau, l'essentiel doit se faire. Ça a commencé au niveau de la plupart de nos hôpitaux de zone. Ce n'est plus comme avant. Chacun constate l'amélioration. Ça doit pouvoir s'améliorer encore. Conforter déjà ce qui se fait.
nos pays gagneront, et il n'y a même pas un autre moyen, à travailler la terre. Donc je veux parler de l'agriculture. À nos jours, ce qui est fait pendant les 10 ans est enviable. Nous avons gagné beaucoup de points. Nous devons continuer à ce niveau-là aussi. Que ce soit au niveau de l'ananas, que ce soit au niveau du riz, que ce soit au niveau du maïs, que ce soit ainsi de suite, nous devons pouvoir continuer dans ce sens. Le tourisme produit beaucoup d'argent. Quand vous prenez un pays comme l'Arabie Saoudite, en dehors du pétrole, c'est le Hajj qui produit beaucoup plus de devises. Le tourisme religieux. Le tourisme religieux. Et au Bénin, le président Patrice Talon et son gouvernement ont eu l'ingénieuse idée, parce que nous avons le vaudou aussi, qui est une autre chose au Bénin, et ils l'ont entouré de tout ce qu'il fait. Je voulais saluer sérieusement ce qui a été fait là, et qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de notre diaspora, au niveau de beaucoup d'autres à l'international, il y a une curiosité positive de recherche à savoir qu'est-ce qui se passe exactement autour de cette affaire-là. Qu'est-ce qu'il y a. Et aujourd'hui, faites un tour à Ouida, vous avez vu comment Ouida s'est métamorphosé. Effectivement. Et donc, quand nos frères et sœurs là arrivent, quand nos amis là arrivent, ils sont contents pour venir vivre, pour venir voir, pour venir constater, dans le sens de la dédiabolisation de Vaudou. Vous voyez? Et il faut avoir du courage pour aborder ces sujets-là. Il faut avoir de la vision pour aborder ces sujets. Sinon, avec la colonisation, il y a plein de choses dont nous jouons à un certain mimétisme. À un certain mimétisme, il m'arrive parfois de poser la question aux gens quand ils veulent m'interroger. Je me dis, il y a 200 ans, qu'est-ce qui se passait ici au Bénin, dans le Dahomey? Ou si tu veux, je vais plus loin pour que tu n'aies aucune chance de m'apporter une réponse. Il y a 300 ans, qu'est-ce qui se faisait ici? Ça veut dire que nos arrière-parents, qu'est-ce qui se faisait ici? Et donc, si tu trouves une réponse, tu comprendras ce qui se passe avec le vaudou. Je veux saluer l'honorable Kako Maouillon pour le travail formidable qui est fait au niveau de le comité des rites traditionnels. Au niveau de Vaudou Dela. Donc, vous avez vu le nombre de nos frères et sœurs qui sont revenus au pays à l'occasion de ce Vaudou Dela. Le nombre d'étrangers que nous avons reçus. Il faut confirmer cela. Il faut faire en sorte que le nombre que nous avons reçu cette année, en 2027, qu'on multiplie le nombre par 2 ou même, pourquoi pas, par 3. Et chaque fois qu'on aura la possibilité de faire ces choses-là, on sera en mesure de renflouer nos caisses. Et mieux nos caisses se porteront, mieux aussi notre peuple se portera. Donc, nos défis ou nos priorités se résument en la volonté de maintenir le cap de ce qui se fait, d'améliorer ce qui est fait et montrer. Et comme je le disais, puisque nous avons travaillé pour qu'il en soit ainsi, j'ai dit aux amis, il ne faut jamais minimiser un candidat. Il ne faut jamais minimiser. Les gens disent... Vous voulez parler là de la présidentielle? Je parle des présidentielles. Je dis, on dit non, c'est le candidat Ankwe de FCBE. FCBE, ce n'est pas un parti majeur. Je dis attention, les élections ne se ressemblent pas. Ah bon? Les élections ne se ressemblent pas. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'il y a match réellement? Il ne faut jamais, chaque fois qu'on vous promet quelque chose, tant que vous n'avez pas ça en main, ne criez jamais Alléluia. Il faut avoir ça d'abord en main, à chaque fois. Et il y en a, parce qu'il ne faut jamais prendre l'ombre pour la proie. Il ne faut jamais prendre l'ombre pour la proie. D'accord. Si le peuple béninois se décidait, écoutez, bon, on peut être à lui, nous on veut faire confiance, parce que nous on est allé dormir sur nos lauriers, on peut avoir la surprise. Et puisque nous savons nous organiser, nous travaillerons à ce qu'il n'y ait pas de surprise. Nous allons capitaliser ce qui apparaît comme une victoire d'avance. Nous ferons en sorte que ça se confirme. Donc vous allez dans faire les la urnes. campagne Nous allons faire comme campagne normalement. D'accord. Parce que nous sommes très heureux de ce que le chef de l'État a choisi, les partis politiques ont choisi, le groupe politique au pouvoir a choisi, celui qui est un talonniste pur sang, doté d'une certaine capacité de travailler, d'un sens élevé de l'État, et pourra maintenir le cap, comme vous dites. D'un certain sens de la maîtrise du temps. Ce n'est pas quelqu'un à qui on perd du temps, c'est quelqu'un qui gère rationnellement son temps, c'est quelqu'un qui a une bonne vision de ce qui peut permettre de renflouer les caisses de l'État, parce qu'on ne partage pas la misère, on ne partage pas la pauvreté,
on ne partage que la richesse. La Avant de partager la prospérité et la richesse, il faut la créer. Effectivement. Et celui qui est choisi et qui, par la grâce de Dieu, sera élu en avril, va nous aider à maintenir le cap pour que le Bénin continue à jouer en mieux sa partition dans le concert des nations. Nous avons reçu des invités de marque ici à l'occasion de certaines conférences internationales. Moi, j'ai été très heureux d'entendre le président Bictogo, l'ancien président de l'Assemblée nationale. De la Côte d'Ivoire. Depuis une semaine, de la Côte d'Ivoire, entendu le président Mvouba de l'Assemblée nationale du Congo. J'ai entendu du bien qu'ils ont dit de ce que notre pays est devenu. Et pourtant, nous ne sommes pas un grand pays pétrolier, on n'a pas beaucoup de richesses. Mais nous avons le background, nous avons la meilleure des richesses, qui est l'homme, et nous savons nous organiser. Et celui qui est choisi et qui, par la grâce de Dieu, sera élu, saura faire maintenir le cap, saura même améliorer. Et je veux rejoindre le TOFA 2026. Je veux rejoindre le TOFA 2026 pour dire, saura améliorer même ce qui est fait. Parce qu'un enfant qui ne fait pas mieux que son père a échoué. Un enfant qui ne fait pas mieux que son père a échoué. Et lui, donc vous êtes sûr que Wardani, c'est le bon choix et c'est lui qui va améliorer ce que Talon a fait. Il n'y a aucun doute. Je vous assure qu'il n'y a aucun doute. Ah. Et nous travaillerons, autant que nous sommes au niveau de la mouvance présidentielle, à lui apporter le peu que nous savons faire, que nous avons apporté au président Patrice Talon. Parce qu'une seule personne ne peut pas dire on est arrivé. Quand une seule personne veut parler, il dira je suis arrivé. Mais pour dire on est arrivé, il faut être plusieurs. Et donc, autant que nous sommes, qui avions contribué au résultat dont nous sommes très fiers du président Patrice Talon, nous ferons en sorte, nous allons multiplier même, parce que c'est un défi de relève pour nous, nous allons faire en sorte, parce que l'autre pan de la chose, c'est la confiance que le président Patrice Talon, que les groupes politiques ont fait en la jeunesse. Parce que le président, le candidat qui est choisi, est relativement jeune. Il est à la frontière. Il est relativement jeune. Et il faut prouver que la génération actuelle à qui on confie les rênes du pays, c'est une énorme charge. C'est un grand défi. À la fois, c'est un privilège, mais c'est un grand défi. Et autant que nous sommes, surtout les gens de mon âge, nous avons l'impérieux devoir d'un accompagnement sincère, d'un accompagnement utile, d'un accompagnement citoyen. Il s'agit de notre pays. Ce n'est pas un pays d'autrui. Nous ne sommes pas des mercenaires. Il s'agit de notre pays. Nous avons accompagné de manière très sincère l'œuvre de celui qui prendra les rênes après le président Talon, parce que c'est quand le ministre d'État Wardani aura réussi sa présidence qui va confirmer sérieusement les résultats du président Patrice Talon. Parce qu'il a fait, et il a réussi à faire une bonne relève. Quand vous faites et que vous ne réussissez pas la bonne relève, ça conduit à l'échec. Mais nous ferions en sorte, et ceci en priant le très haut, pour nous accompagner, pour nous assister. Et je crois que la providence ne fait pas défaut à notre pays depuis toujours. Nous ferons en sorte que cette fois-ci aussi, qu'elle ne fasse pas défaut. Nous allons implorer le Seigneur de nous accompagner dans le sens de ce travail-là. Notre peuple a besoin aussi de bénéficier des conséquences scientifiques de notre temps. Nous devons être à l'ère du temps. Je disais tantôt que le monde bouge, le Bénin aussi doit bouger. Nos enfants aussi ne devrions pas être là à être en train d'envier l'enfant sénégalais, l'enfant ivoirien, l'enfant marocain ou l'enfant français. L'enfant américain. Le Béninois aussi doit pouvoir se retrouver au rendez-vous. Quand je passe sur l'avenue Marina et que je vois les gens aller prendre de lait, aller prendre des photos, passer faire du des bon selfies, temps tout ça. sur la place de l'Amazone. C'est la même chose. La place de l'Amazone, c'est la même chose que vous voyez
à la place de la Tour Eiffel à Paris. En France, où vous oui. voyez les gens venir faire des photos, des selfies, faire des trucs. Et donc, si jamais il avait un ami français qui lui envoie les selfies de la Tour Eiffel, lui-même lui envoie les selfies de la place de l'Amazon, ça fait 1-1. Voilà. Et donc, ça lui permet d'être aussi au rendez-vous et d'être en mesure de se faire respecter, Effectivement. d'être en mesure de garder sa dignité face à l'autre, parce que nous ne devons pas aller à genoux. Nous devons rester debout en nous retrouvant formellement dans notre aube nouvelle. Béninois, enfants du Bénin, debout. Nous devons rester debout pour faire avancer notre pays. Voilà, pour les jeunes générations, l'image que vous avez utilisée m'a fait vraiment plaisir. Le jeune béninois qui envoie également les photos de la place de l'Amazon, c'est formidable. Merci infiniment, Moukaram Badarou. C'est déjà la fin. J'ai envie de vous dire rendez-vous à la présidentielle pour voir comment l'UPR va se battre donc, pour son candidat. D'accord. Voilà, c'est déjà la fin. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Ou... Si j'avais un dernier mot pour cette émission, c'est d'abord vous remercier, très sincèrement. Et j'allais oublier, et ça allait beaucoup me faire mal, c'est de féliciter la promotrice de cette très belle chaîne de télévision, Madame Afiavi Prudential, elle est élue fraîchement vient à l'Assemblée. Élue à l'Assemblée nationale, qui fait un grand retour. Ce n'est pas la première fois. C'est une grande dame, une des grandes dames de la vie politique de notre pays. On dira que la dame, Madame Rosine Vieira-Soglo, de vénérable mémoire, là où elle est, va se dire, je suis en train de trouver des remplaçantes. Madame Rosine Afiavi Prudential, qui était déjà députée, même membre du bureau par le passé, après ministre conseiller, elle fait un grand retour à l'Assemblée nationale. Je voudrais lui dire toutes mes admirations, lui dire toutes mes félicitations. Bon vent à elle au niveau de la 10e législature. La 10e législature. Effectivement, oui. Et vous-même, je vous remercie très sincèrement pour le travail que vous faites. Il n'y a pas de démocratie sans médias. Je sais que les médias, il y a beaucoup de contraintes dedans, mais vous y veillez, vous vous évertuez, vous faites ce qu'il faut faire. Je vous en félicite. Je vous souhaite bon vent également. Et ensemble que nous sommes, nous devons nous tenir la main, où que nous soyons, de quel bord que nous soyons, où que nous soyons sur le plan national et à l'international. Le Bénin doit rester la priorité et nous allons travailler pour le faire avancer. Merci infiniment. Je prends effectivement les compliments pour toute la rédaction d'Eden TV et toute l'équipe de production de l'entretien du dimanche. Mesdames, Messieurs, c'est déjà la fin. C'était notre invité, Monsieur Moukaram Badarou, qui vient également d'être élu sous la bannière donc, de l'UPR, député suppléant donc, de la 19e circonscription électorale. Avec lui, nous avons décrypté donc, cette actualité brûlante des résultats donc, des législatives et également de la présidentielle à venir. Merci infiniment de nous avoir suivis. On se retrouve donc dimanche prochain pour un autre numéro de l'entretien du dimanche. À très bientôt.